Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bienvenue dans la 126e émission de Et si on parlait de sport? Ici, le sport, ce n'est pas qu'un résultat ou un score, c'est une histoire d'énergie, de passion et d'émotions partagées. Chaque semaine, on vous emmène là où tout se joue sur le terrain, dans les coulisses, au cœur de celles et ceux qui font vibrer le sport. Avec nous, ça parle fort, ça vibre, ça s'engage et surtout, ça donne envie de bouger. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Bel Ombra avec Bruno Hamet, des partenaires passionnés et fidèles qui partagent notre conviction. Le sport, c'est avant tout une aventure collective. Merci aussi à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs, consultants, toujours prêts à faire vivre le sport autrement avec le cœur et le sourire. Merci à toutes celles et ceux qui font partie de l'équipe, des auditeurs aux chroniqueurs. Vous êtes la grande famille de Et si on parlait de sport? Alors installez-vous, mettez le son à fond, le coup d'envoi est donné, ensemble, Et si on parlait de sport? Au sommaire de cette nouvelle émission, en première mi-temps aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale consacrée au débrief de Dialogue Sport 2025, le rendez-vous sport business qui a rassemblé au cinéma Pathé Wilson de Toulouse les principaux acteurs du sport régional. Nous reviendrons sur les moments forts de cette 3e édition, les thèmes majeurs débattus tout au long de la journée, le programme et les temps d'échange, le profil des invités et du public et les perspectives qui se dessinent déjà pour la suite. Pour en parler, nous recevons 2 invités essentiels au cœur de l'organisation. André Lafenêtre, qui est le directeur du magazine Sport Région, et Bruno Hamet, directeur fondateur de l'agence communication Bel Ombra. En deuxième mi-temps, rencontre avec Sophie Moreau, chef d'entreprise toulousaine, passionnée de sport et figure inspirante de la résilience. Tardivement convertie à la course à pied, Sophie a fait du sport une véritable force pour affronter la maladie. Atteinte d'un cancer du sein, elle a puisé dans la marche, la course et le trail l'énergie pour surmonter les traitements et se reconstruire. Aujourd'hui, elle multiplie les défis solidaires, Sénégazelle, Triathlon des Roses, Trek Rose, Trip et récemment l'ascension du Kilimandjaro avec l'association Ira Fiki You qui a permis de récolter 15 000 € pour la recherche contre le cancer. Une rencontre pleine d'espoir, de courage et de générosité où sport et santé et humanité ne font qu'un. Place maintenant à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec André Lafenêtre et Bruno Hamet. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport? Aujourd'hui, une émission très spéciale puisque nous revenons sur un événement qui s'impose désormais comme le rendez-vous sport business des décideurs toulousains, la 3e édition de Dialogue Sport qui s'est tenue le mercredi 5 novembre dernier au cinéma Pathé Wilson à Toulouse. Pour ce débrief, nous avons le plaisir d'accueillir 2 artisans de cette réussite. André Lafenêtre, directeur du magazine Sport Région et organisateur de nombreux événements sportifs en Occitanie, et Bruno Hamet, qui est directeur fondateur de l'agence Bel Ombra, partenaire communication et production événementielle de Dialogue Sport. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Et avant de parler de Dialogue Sport, quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs, vos parcours personnels et professionnels. Quelques mots. André ? Pour ce qui me concerne, j'évolue dans le milieu du sport d'abord par passion depuis tout jeune et puis professionnellement maintenant depuis une trentaine d'années avec la création du magazine il y a 27 ans exactement, bientôt 28, du magazine Sport Région. Et puis d'autres activités qui ont été développées au fil du temps, toujours autour du sport avec, comme tu le disais tout à l'heure, la réalisation d'événementiels sportifs ou à thématique sportive, comme Dialogue Sport. Je préside également une association qui accueille un club d'entreprise qui s'appelle le Club 50 à ADN Sport, et nous avons également développé d'autres actions autour du sport, de l'accompagnement de sportifs dans leur carrière de manière complètement bénévole, et ça c'est particulièrement mon engagement. Voilà. Alors Bruno, un petit mot aussi. Quelques mots sur qui est Bruno Hamet. Alors moi je dirige l'agence Bel Ombra. L'agence Bel Ombra qui est une agence de communication et d'organisation d'événements depuis 2002.
Donc ça fait 23 ans que je l'ai fondé et que j'évolue dans le milieu de la communication, dans le milieu de l'événement. Nous avons commencé essentiellement dans le domaine du golf, par la communication des golfs NGF, aujourd'hui YouGolf, la création de nombreux événements. Auparavant, je suis issu de la com politique. Et puis avant, j'avais un métier... il y a très très longtemps, un métier dans l'hôtellerie de luxe. Voilà. On reviendra un petit peu sur tout ça. On reprend, André, sur le fameux magazine Sport Région, effectivement, qui est un produit qui existe depuis maintenant 27 ans, tu le disais. Pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait encore, ou les nouveaux qui arrivent dans le milieu du sport aussi, quelle est sa vocation et quel est le rôle joue-t-il dans l'écosystème sport occitan? Parce que 27 ans, ça a fait un bout de chemin quand même. Oui, tout à fait. Alors c'est un magazine de niche qui s'adresse aux décideurs du sport depuis ses débuts, avec une ligne rédactionnelle qui tourne autour des actions et des politiques sportives. Donc on n'est pas dans le sport de haut niveau, on n'est pas dans le résultat, on est vraiment sur les politiques sportives et les actions qui sont menées par les entités qui gèrent le sport, que ce soit les clubs, les comités et particulièrement les ligues, puisqu'on a un rayonnement régional et donc on s'adresse particulièrement aux ligues sportives. Le principe de ce sport région, on le trouve comment? Est-ce que ça peut aussi s'adresser à un public plus large? Comment ça se passe concrètement pour l'avoir en main? Alors, le magazine a évolué vers le numérique il y a quelques mois de ça, et on est passé de 3000 abonnés papier à 40 000 lectures à l'heure actuelle. Et j'espère que effectivement ça va continuer de monter. On est en train de s'en occuper. Vous verrez pas mal de nouveautés dans le courant de l'année qui va arriver. Alors concrètement, pour les responsables de région, de sport région, quelle qu'elle soit en sport, ils peuvent s'adresser à toi. Comment on peut se rapprocher de ce sport région? Il suffit de me contacter. Mes coordonnées sont directement sur le site sport@région.info, sportregion.info, sur lequel vous pouvez avoir accès à toute la bibliothèque des magazines des dernières 3-4 dernières années du magazine. Et vous pouvez tout à fait nous contacter et on se fera un plaisir de relayer vos politiques sportives, vos actions. Voilà, les reportages, les champions de différents sports, parce que c'est ouvert à tous les sports, bien évidemment, et pas uniquement qu'aux grands sports. Non, justement, ça fait une grande place aux sports qui habituellement ne sont pas ou peu médiatisés. Alors, comme tu n'as pas beaucoup de travail, tu t'es rajouté quelques activités, j'ai vu ça. Donc, tu as un club 50, quelques mots sur ce club 50 ? Le club 50 est un club d'entreprise fermé. On y rentre uniquement par recommandation. ADN Sport, c'est-à-dire que on se réunit 8 à 10 fois dans l'année. On va pratiquer une discipline sportive, souvent un peu atypique. Et puis, on fait ce qu'on sait faire de mieux derrière, c'est-à-dire la troisième mi-temps. Alors tu t'arrêtes pas à ça parce que tu lances aussi le Toulouse Beach Sport. Oui, Toulouse Beach Sport, c'est le dernier événementiel sportif d'envergure que nous avons réalisé. On a fait pas mal d'autres événements, notamment les samedis sportifs de l'entreprise, mais le dernier tournoi international, en l'occurrence, qu'on a réalisé sur place publique, puisque ça reste notre ADN également. On l'avait réalisé devant la halle de la machine. On avait posé 700 tonnes de sable et puis on avait 8 nations européennes qui sont venues concourir sur un tournoi international. Et en plus une activité, tu as une association sportivité. Oui, l'association qui d'ailleurs pour l'instant porte le Dialogue Sport et qui porte d'autres événements sportifs. C'est la structure que nous utilisons à vocation complètement associative, souvent bénévole et surtout non lucrative, puisque c'est le principe d'une association. Comme tu avais encore envie de faire des choses, tu as rajouté du paddle aussi, on a vu ça. Oui, alors historiquement, c'est peut-être même le tout premier, parce que j'ai démarré conjointement d'ailleurs le magazine et le paddle. Dans les années 90, on a fait partie des premières équipes qui ont installé le paddle en France et organisé un certain nombre d'événements. Je pense que j'ai dû co-organiser 14 ou 15 Open de France sur la place du Capitole. Plus après, on s'est promené un petit peu partout sur le Grand Sud, souvent sur des places publiques. Bon voilà, comme quoi tu as pas mal de choses quand même à gérer pour un homme de sport et ça doit être jongler tous les jours, ça doit pas être facile non plus pour toi. En tout cas, on est content de te recevoir, on va parler de dialogue dans quelques temps. Je voudrais juste te donner la parole à Bruno qui lui est à la tête d'une agence de communication événementielle. Bruno, quelques mots sur cette agence, qu'est-ce qu'elle fait, vers quel secteur elle se tourne ?
L'agence Bellombra, c'est une agence de communication pure, communication pour les entreprises. C'est de la stratégie, c'est du conseil en communication, de la création graphique. L'événementiel, ça c'est un deuxième domaine, mais aussi en matière de communication, on est dans le web design, le digital, les services classiques d'une agence de communication. Et après, effectivement, on a différentes petites branches, ce qui est normal puisque le Bellombra est un arbre, donc on l'a fait grandir par l'événementiel, notamment dans le domaine du golf, comme je vous le disais précédemment, mais aussi maintenant sur des thématiques plus générales liées au sport. Donc il y a Dialogue Sport, il y a eu les journées éco-sport, sport féminin, ainsi de suite. Nous avons cette partie événementielle qui est en plein développement depuis 6-7 ans maintenant. Et tu t'adresses aussi aux comités régionaux sportifs, tu as une porte ouverte, est-ce que les gens peuvent se rapprocher de toi s'ils souhaitent travailler avec toi ? Brassens disait au pied de mon arbre, je vivais heureux, qu'ils viennent. Oui, nous sommes ouverts à toutes les structures, je dirais, à tout le monde pour parler communication et événementiel. Conseiller aussi en communication. Comment on te trouve Bellombra si on veut venir vers toi ? Quel est le biais le plus rapide ? Il y a un site, il y a une page LinkedIn, notre site bellombra.com, enfin voilà, donc c'est assez facile de trouver Bellombra. Et là, on trouve Bruno Hamet directement à travers ces sites-là. Voilà, merci pour cette petite intro. Ça me paraissait important de situer les deux co-organisateurs. Finalement, vous avez mis ensemble vos talents pour relancer ce dialogue sport, qui est en fait une certaine philosophie. C'est la 3e édition. Et est-ce que l'un ou l'autre peut me dire comment cet événement est-il né et quelle est sa philosophie aujourd'hui ? C'était André. une volonté. J'avais collaboré sur un autre type d'événement dans le même esprit et j'avais envie de relancer un événement de ce type-là sur lequel on puisse réunir le monde du sport, mais pas que, le monde des entreprises, le monde politique, autour de thématiques qui concernent le sport, toujours dans l'idée d'aller vers le développement du sport sans que ça devienne un lieu, alors que ça soit un lieu d'échange, oui, mais pas un lieu de polémique. Je préfère être focus sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Oui, c'est ça, c'est plutôt une porte ouverte à amener des solutions. On parle d'un sujet et derrière, on essaye d'amener dans ces débats des différentes solutions. C'est ça, chacun vient présenter sa solution. Certaines sont bonnes, certaines d'autres moins probablement, mais en tout cas, chacun vient porter sa solution, pas son problème. Alors, 3 éditions en 3 ans, Dialogue Sport est maintenant un incontournable. Comment tu définis cette édition 2025 ? Je pense que on a encore passé un step supplémentaire, pas dans la qualité, dans la diversité des intervenants, parce que on est très fiers des intervenants que nous avions eus en 2023 et 2024, mais on a passé un step puisque un certain nombre de dirigeants nationaux sont venus rejoindre les intervenants régionaux. On va garder cet ancrage, mais effectivement avoir une vue également plus parisienne du sport est toujours intéressant. Et cette année, effectivement, on a passé un step puisqu'on avait 2 anciennes ministres, un directeur adjoint de l'UNSS, une personne qui venait du ministère, qui a présenté une très belle solution d'ailleurs, et un certain nombre d'autres qui sont venus donner un peu plus d'étendue en fait au débat occitan. Quand on organise, il faut un lieu, une ambiance. Et là, vous avez choisi cette année un cinéma pour débattre sport. Ça s'est tenu au cinéma Pathé-Wilson à Toulouse. Un lieu atypique pour un forum sportif. Oui, mais on tient à 2 caractéristiques qui concernent Dialogue. Depuis le départ, on souhaite un amphi pour la présentation des solutions parce que je trouve que l'auditoire est bien captif dans un amphi. La deuxième chose, c'est qu'on souhaite donner une part importante à l'image. On était bien à Diagora, on était bien à Mercure, on est encore mieux au Pathé-Wilson. Tu as un petit mot, Bruno, par rapport à ce cinéma, l'installation, la logistique, tout ça. Tu as aussi travaillé là-dessus ? C'est un lieu idéal pour valoriser l'image, c'est normal, c'est un lieu d'image, donc aucun problème de ce côté-là. C'était un nouveau pari, chaque année on a changé de lieu, mais chaque année c'est un nouveau pari, effectivement, donc celui-là est réussi. On parlera plus tard de l'année prochaine. On passe au sujet du programme 2025 avec des thématiques que vous avez choisies qui sont fortes et actuelles. 4 grands débats ont rythmé cette édition. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler d'abord et puis nous dire comment vous les avez construits l'un ou l'autre ? Alors d'abord, ça s'inscrit dans une suite logique. On a déjà réalisé 2 dialogues sport avec chaque fois des thématiques fortes
qui concerne le développement du sport ou les difficultés que rencontre le sport dans son développement. Et là, on avait des thématiques qu'on n'avait pas touchées du tout jusqu'à présent. Le bénévolat, c'est forcément une part importante de l'encadrement du sport en France. Ensuite, on a parlé des infrastructures. C'est également un sujet d'actualité, surtout à la veille d'élections locales. C'était également autour du sport scolaire et du sport de nos enfants, jusqu'au métier du sport qui peuvent découler d'un certain nombre d'écoles spécialisées. C'était les deuxième et troisième thèmes qui se rejoignaient. En tout cas, il y avait une continuité sur ces thématiques-là. C'est un choix que vous aviez travaillé ensemble. Comment vous avez monté ça? Quelles sont vos réflexions par rapport à ça? Parce qu'il y a tellement de sujets sur le sport qu'effectivement, c'est... Oui. Pardon. Le programme, oui, bien sûr, on le travaille ensemble, on y réfléchit tous les deux. Les sujets sont nombreux, mais surtout des sujets qui sont importants, qui peuvent mettre la lumière sur les problématiques du sport aujourd'hui et ce que sera le sport demain. Il évolue. Ce sont des sujets qui doivent être aussi intéressants et instructifs, avec peut-être des problèmes qui sont dans ces sujets-là. Donc à nous, avec les intervenants, comme disait André tout à l'heure, de trouver des solutions peut-être, enfin tout modestement, de penser à des solutions. Voilà. Et un thème qui a particulièrement marqué les participants en discutant avec les uns et les autres, puisque nous étions sur place, qui est fort, qui est effectivement un sujet, à mon avis, très important, c'est le sujet sur le bénévolat qui est revenu. On sait très bien que finalement, sans bénévolat, le sport pourrait pas tourner. Pourquoi ce sujet finalement? Est-ce que ça vous est paru évident qu'il fallait le mettre sur le devant de la scène? Ça reste quand même une thématique qui a été largement médiatisée après le Covid. On voulait effectivement faire un point, savoir si effectivement c'était si dramatique que ça, comment ça se passait, et faire un point et exposer quelque chose d'assez précis, plutôt que de laisser courir un certain nombre de rumeurs finalement ou d'opinions qui ne sont pas toujours appuyées sur les vrais chiffres. Voilà, c'était quelque chose qu'on souhaitait mettre en avant. En tout cas, c'est un débat qui a eu lieu. On a l'occasion de parler avec un certain nombre, dont des invités qui sont venus nous voir. Et effectivement, ça revient souvent. Et il y a plein. Tu parlais non pas de problèmes, mais de solutions. Et c'est ça qui est intéressant. Proposer des solutions. Et je pense que c'était la richesse de ce dialogue sport. Il y avait un autre thème, bien sûr, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est les infrastructures sportives et les financements qui aussi beaucoup fait parler. On est à quelques mois, effectivement, d'échéance. On a d'ailleurs reçu une ministre qui nous parlait de son souhait de pouvoir faire quelque chose en fonction de son élection, ce qui veut donc dire qu'il y a quand même un aspect aussi politique dans ce choix-là d'infrastructures. Les infrastructures aujourd'hui reposent essentiellement sur les dotations d'État ou de collectivités, que ce soit dans leur entretien ou dans le renouvellement de ces structures, voire la création d'un certain nombre de structures. Il y a eu un certain nombre de plans qui ont été annoncés. On voulait voir effectivement si ces plans étaient suffisants, pas suffisants. Le doute reste d'ailleurs un petit peu après les débats, même si effectivement, encore une fois, on a été tourné sur des solutions. On a vu de très belles choses naître de Dialogue Sport sur tous les débats et également sur les infrastructures. Quand on voit les réalisations à venir, on a beaucoup parlé de la Cité de la natation, par exemple, ici à Toulouse. C'est une solution. Alors ça ne résout pas les problèmes des gymnases, mais c'est une solution. Et c'était important que de le présenter à notre public. Après, il y a bien sûr le public, la participation. Cette année encore, une diversité d'intervenants qui a marqué les esprits. Est-ce que tu peux nous en donner quelques noms, nous faire ton sentiment sur d'une part le public et puis de ces intervenants, que tu le disais tout à l'heure, qui étaient en qualité aussi cette année? Alors sur le public, on est évidemment satisfait de la fréquentation. On sait qu'on peut faire mieux et on va continuer à tout faire pour faire mieux. On essaie de comprendre d'ailleurs qu'est-ce qui fait venir du monde, qu'est-ce qui ne fait pas venir de monde, ou moins en tout cas. Voilà, donc on se pose des questions autour de ça, bien entendu, pour essayer de faire le plein à chaque fois. Puis on a souhaité apporter à notre public effectivement des intervenants d'envergure, des images inédites, particulièrement sur cette conférence sur les infrastructures. On a eu quand même des images qui concerne la Cité de la natation qui était relativement unique. Et puis surtout, les vidéos de présentation des Jeux de 2030 qui étaient complètement inédits et tous les spectateurs qui étaient là ont eu le privilège effectivement de voir ces films-là. Et c'était pas prévu. J'espère que
effectivement, tout ça fera que Dialogue Sport va s'installer comme le forum du sport dans le sud de la France. Alors quelques mots aussi sur les animations de cette année, puisqu'il y a eu dans ce cinéma, il y avait effectivement le colloque, mais il y avait aussi tout un tas de petites choses tout autour. Est-ce que tu peux nous en parler, André ? Oui, alors ça c'est une évolution qu'on a donnée cette année à Dialogue. On a voulu donner des temps de respiration, toujours sur les thématiques sportives, mais parfois décalées par rapport à les thématiques avant ou après, qui est traité donc avant ou après cette capsule. On a appelé ça des capsules. On a eu des animations qui ont rencontré vraiment un très beau public, enfin un bel engouement. Je pense par exemple à un bottier Pointure, bottier toulousain qui fabrique de la chaussure de sport très haut de gamme et sur mesure. Mais c'était vraiment très intéressant l'approche qu'il pouvait en avoir. On a invité la pharmacie Lafayette à nous rejoindre et qui a présenté la médecine du futur, la pharmacie du futur, sous un angle bien entendu sport, mais ça c'était effectivement assez intéressant. On a pris un grand bol d'air froid d'ailleurs avec Thierry Courbarieux qui nous a présenté son tour du monde avec son fils qu'il a réalisé il y a quelques mois de ça. Et puis on a présenté, c'est à cette occasion-là qu'on a présenté par exemple les images des JO 2030 et également un très beau projet d'équipement sportif qui va venir s'implanter à Toulouse à l'initiative de Decathlon et du fonds de dotation du Stade Toulousain, qui était super intéressant et je trouve que ça a apporté vraiment de la dynamique à Dialogue. Et pour soutenir un peu ce projet, parce que quand on monte un événement comme ça, il faut un petit peu se faire appuyer, il y avait un certain nombre de partenaires, on a vu ça, qui vous ont soutenu. Oui, on a maintenant quelques partenaires fidèles, comme la Rempart Mutuelle par exemple, qui est un partenaire très fort de l'événement, mais également beaucoup d'autres qui nous ont rejoints de manière... Alors avec des partenariats qui se dessinent, Caliceo qui est là avec nous depuis un petit moment, l'école Amos cette année, qui devrait découler, comme je le disais tout à l'heure, sur des actions intermédiaires entre les deux dialogues de 2025 et 2026. Et puis, Pointure, on vient d'en parler, Unanimisport qui est une agence, Parole Toulousaine également vient apporter de la dynamique et du lien entre les dialogues de la même manière. Expertise et patrimoine, les carreleurs, Vertical, YouGolf, tout ça, ce sont des partenaires qui maintenant viennent assez régulièrement sur Dialogue Sport et qui vont nous aider à construire 2026. Et on espère bien effectivement qu'autour de ce travail-là, il y a d'autres partenaires qui accepteront de venir vous rejoindre. En tout il cas. Y a la corrida qui vient toujours en force. En courant. en courant et en force, eux, c'est vraiment des fidèles. Et c'est extraordinaire de pouvoir compter sur des gens comme ça. Et depuis le début de la Dialogue Sport, notre émission Et si on parlait de sport vous accompagne sur l'événement. Cette année, l'association Et si on parlait de sport a été créée. On a mis en place une émission spéciale intitulée Et si on dialogue sport pour être dans le style, bien évidemment, de votre travail. Quel regard vous avez porté sur cette collaboration et sur cette valeur peut-être ajoutée de ce partenariat où on a reçu 6 ou 7 personnalités avec nous? Un regard très positif, puisque de toute façon l'émission nous suit depuis le début. Et c'est un complément très intéressant aux débats qui ont lieu à l'occasion de Dialogue Sport. Voilà, ça apporte un complément. Et puis nous, on est très heureux de ces 3 collaborations, bien sûr. Merci pour nous, en tout cas, et toute la petite équipe qui a travaillé. On a, vous allez le voir, donc reçu 6-7 personnes qui ont accepté, en descendant de vos plateaux, venir nous retrouver et ont fait dans une petite débrief. Et vous aurez l'occasion de les écouter. Quelle perspective on peut retenir cette année? L'idée forte de cette édition 2025, ça serait laquelle pour vous deux? Il y en a plusieurs. On ne peut pas en tirer une par rapport aux autres. Il y a plusieurs points forts, plusieurs idées. C'est un challenge à chaque fois, comme je vous le disais, parce qu'on change de lieu, donc il faut complètement s'adapter, parce qu'on veut monter en qualité sur le plateau par rapport au plateau des
intervenants. Avoir Marie-Georges Buffet, c'est fort, c'est très fort, ça nous a touchés. Hein, Ancienne ministre des Sports, on le rappelle, hein, voilà, pour les gens qui... Début 2000 sous le gouvernement Jospin. C'est quelque chose d'important pour Dialogue Sport, pour l'évolution de Dialogue Sport, pour sa notoriété. Aussi bien que l'ancienne ministre des collectivités territoriales et maire de Saint-Orens, Dominique Faure. Voilà, on a eu des anciens sportifs, David Scrella. On a eu aussi des responsables nationaux qui sont venus, qui sont descendus à Toulouse pour ce forum. Donc ça nous donne l'envie de continuer, l'envie de progresser, l'envie d'étoffer cette manifestation, de lui apporter d'autres forces, d'autres muscles, de la muscler. Et puis voilà, et on est très content, très content d'avoir réussi cette 3e édition. André, une idée forte qui, toi, t'a marqué personnellement de l'intérieur. Alors, peut-être que l'idée forte, elle n'est pas encore arrivée. Parce que on souhaite donner de plus en plus de continuité à Dialogue Sport, que ça ne soit pas juste un événement ponctuel sur une journée. Donc, il y a le magazine, évidemment, qui en parle avant, qui va en reparler après. Aujourd'hui, il y a une collaboration, par exemple, avec l'école Amos. Il y a une collaboration également en termes de vidéos pour donner de la vie à Dialogue après Dialogue et peut-être faire le lien avec celui qui arrivera en 2026. S'il y a bien une réflexion qu'on s'est fait après Dialogue, c'est qu'on souhaite donner de l'efficience à Dialogue. On ne se rend pas compte forcément en les voyant en enfilade, en fait, toutes les solutions qui sont proposées pour le sport. Il faut à tout prix qu'on les mette en exergue et qu'elles vivent au-delà de Dialogue Sport et de sa date unique. Quelles sont les perspectives 2026 maintenant ? C'est ça l'intérêt. On a réfléchi, effectivement. Bien entendu qu'on discute. On a discuté dès le lendemain et on a rediscuté il y a encore quelques jours. Et puis on doit rediscuter encore dans quelques jours pour essayer de bâtir 2026. Il y a quelques directions qui sont données, peut-être donner un peu plus d'aisance. Voilà, monter en qualité sur un certain nombre d'autres prestations que propose Dialogue. Il faut trouver des solutions. On s'inscrit probablement dans une certaine continuité du lieu des conférences. Voilà. Donc on discute autour de... Et la période resterait sensiblement la même ou ça peut bouger ? Quel est votre souhait ? Difficile. On a instauré un événement sur le mois de novembre. Alors on était en fin de mois, on est passé là en début de mois. Peut-être qu'on va repasser en fin de mois, je ne sais pas. Mais effectivement... On peut annoncer à l'automne. Oui, voilà, de toute façon. On reste dans cette gamme-là. Cette gamme-là, oui. Merci André et Bruno pour ce débrief passionnant. Bravo pour cette 3e édition de Dialogue Sport qui s'impose comme un rendez-vous majeur du sport en Occitanie, un événement qui au fil des années s'impose comme une référence du sport et de la réflexion collective en Occitanie, mais pas que, puisque Paris maintenant s'intéresse aussi à Dialogue. Bonne continuation et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de Dialogue Sport. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci de ce débrief. C'était Si on parlait de sport, la première mi-temps avec André Lafenêtre et Bruno Hamet. Mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec notre invitée Sophie Moreau. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport ? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, à donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso
et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous, devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de Ici on parlait de sport. Pour cette deuxième mi-temps, aujourd'hui, nous recevons une invitée exceptionnelle, Sophie Moreau, co-gérante dans l'entreprise MPS Ingénierie, une entreprise toulousaine du bâtiment, mais aussi une femme très sportive, très engagée, de défis et surtout une battante. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, comme vient de le dire Adrien, avant de revenir sur ton parcours personnel et sportif, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi-même? Quelques mots, qui est en fait Sophie Moreau dans la vie de tous les jours? Alors, j'ai 48 ans, je suis co-gérante d'un bureau d'études en ingénierie du bâtiment qui s'appelle MPS Ingénierie, que j'ai cofondé il y a une dizaine d'années à Toulouse. Donc on est une petite équipe d'une douzaine de personnes et on travaille spécifiquement sur les lots techniques, génie climatique, génie électrique. Je suis aussi maman, j'ai 2 garçons. Je suis sportive depuis peu de temps. Les garçons, ils suivent maman aussi un peu dans... Mes garçons sont très sportifs, oui. Et je suis très engagée dans la lutte contre le cancer, le sport santé et les actions solidaires en général, en fait. Voilà. Donc j'ai un emploi du temps bien chargé. Alors un équilibre entre vie professionnelle, sportive et associative qui semble vous définir à merveille. On va justement revenir sur cette passion du sport qui est née tardivement chez vous. Sophie, votre histoire avec le sport a commencé assez tardivement? Oui, alors je me suis mise au sport juste avant mes 40 ans. En fait, avant, j'étais plutôt sédentaire. J'avais eu des petits soucis d'asthme et de problèmes de genoux quand j'étais enfant, donc j'étais pas franchement sportive. Et en fait, en 2019, j'ai décidé de m'inscrire à la Sénégazelle, une course solidaire au Sénégal avec ma maman et mes sœurs, qui m'ont dit si tu t'entraînes, on y va tout ensemble. Donc j'ai mis mes baskets et j'ai commencé à courir comme ça. Pas très longtemps au départ et puis de plus en plus longtemps au fur et à mesure. Ça représente combien de temps cette Sénégazelle? Combien de kilomètres? Alors la Sénégazelle, c'est 5 jours, une dizaine de kilomètres par jour. En fait, c'est une course en étoile. On fait tous les jours une dizaine de kilomètres pour aller porter des fournitures scolaires dans une école. Donc la difficulté, c'est la température et puis le fait de devoir courir parfois dans le sable. C'est une course à allure libre, donc on peut marcher ou courir. Le but, c'est pas la performance, c'est vraiment l'aspect solidarité. Quelques mois plus tard, le sport va prendre une place essentielle dans ta vie, y compris au moment le plus difficile. Ouais, c'est ça. En fait, juste après avoir commencé les footings et avoir pris une licence dans un club d'athlétisme, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Donc, j'étais en pleine prépa pour cette fameuse Sénégazelle. Donc, la première chose que j'ai dite à l'oncologue qui m'a annoncé que j'allais devoir faire de la chimiose, c'est je lui ai dit je peux pas, parce que je pars au Sénégal en février. Bon, elle a été assez pédagogue parce qu'elle n'a pas dit non tout de suite, mais évidemment que j'ai dû reporter la course. Par contre, ça a été le fil rouge pendant tous les traitements. J'ai continué à courir, couroter, marcher. Et puis surtout, j'avais un objectif de vraiment pouvoir partir. Donc, j'ai rien lâché pendant les traitements pour être apte à faire cette fameuse course et me dire que j'allais y arriver après tout ça, quoi. Et c'est fort parce que vous parlez du sport, pas non seulement pour une activité physique, mais aussi comme un outil mental. Ouais, ça a vraiment été une thérapie et j'avoue que je prône. Je dis à tous les gens qui sont malades de bouger, même si c'est juste faire le tour du pâté de maison. Mais en fait, il faut pas rester inactif. Ça permet de se réapproprier son corps. En tout cas, moi, ça m'a permis de me sentir vivante et de me dire que malgré la douleur et les effets secondaires, j'arrivais quand même certains jours à faire des choses, marcher, courir. Et puis, faut vraiment, même si on est affaibli, il faut vraiment essayer de bouger un petit peu tous les jours. De toute façon, maintenant, les médecins vraiment le préconisent. Il y a même des ordonnances pour aller faire du sport adapté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs et qui, moi, m'a clairement sauvée. Ouais. Et oui, je pense que c'est ça qu'on peut dire. Le message d'aujourd'hui, c'est que le sport, finalement, t'a permis de t'en sortir. Et depuis, en fait, cette rémission, ça a été à fond.
À fond avec, je vois qu'il y a, on parlait tout à l'heure, il y a Trek Cross Trip, il y a le Triathlon des Roses, aujourd'hui il y a Ultimanjaro. C'est plein de défis tout ça. Ouais, alors c'est plein de défis puis c'est plein de projets. En fait, c'est pas juste faire du sport pour faire du sport. À chaque fois, il y a une histoire derrière, les gens avec qui je le fais. Et puis c'est pas tant de faire des trucs. Voilà, je me suis pas encore lancée dans des trucs qui sont infaisables. En fait, à ma petite échelle, tout est faisable si on le prépare. Donc en effet, il y a eu le Trek Cross Trip. Bon, il y a eu la Sénégazelle qui était quand même l'ultime. J'avoue que la ligne d'arrivée avec ma maman et mes sœurs après tout ça, c'était un grand moment d'émotion. Ensuite, je suis partie au Trek Cross Trip au Maroc avec une fille que j'avais rencontrée sur les réseaux pendant les traitements, qui était elle aussi malade en même temps que moi. Donc c'était très fort de faire ce trek ensemble. Le Triathlon des Roses à Toulouse, c'était avec mon mari et mon fils aîné. Donc voilà, à chaque fois, il y a une histoire derrière. Et puis cet été, le Kilimandjaro, c'était l'apothéose de tout ça, quoi. Alors ça, c'est grandiose. Et tout ça avec une équipe et un projet solidaire. Oui, en fait, ça fait 2 ans en fait, que je prépare ce projet parce que j'ai assisté à l'avant-première du film de Vanessa Morales sur... que l'on a reçu dans l'émission aussi. Voilà, tout à fait, sur 15 au sommet. On la salue, bonjour Vanessa. L'ascension qu'elle avait faite avec David Berty, j'ai été beaucoup touchée par ce documentaire et puis du coup ça a trotté dans ma tête que peut-être je pouvais faire la même chose. Donc j'ai demandé à 8 de mes amis qui ne se connaissaient pas entre eux, ce qui rajoute un petit piment quand même, s'ils acceptaient de m'accompagner. On a créé l'asso et puis après il y a eu 1 an... Alors l'association, je vais t'arrêter 30 secondes, qui s'appelle Urafiki Jus. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord ce nom et qu'est-ce que c'est que cette association? Tout à fait, donc c'est Urafiki Jus, ça veut dire amitié au sommet en Swahili, qui est la langue de la Tanzanie. Le but de l'association était double, c'était en gravissant le Kilimandjaro de donner un grand message d'espoir, de montrer que la maladie elle nous définit pas et qu'on peut faire des choses avant, après, pendant, et puis surtout de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Je dis très honnêtement que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux chercheurs, parce que j'ai pu bénéficier de traitements qui ont marché sur moi. Par contre, il faut en trouver des nouveaux, il faut adapter pour que les effets secondaires soient moins difficiles à supporter. Donc, en fait, on a récolté les fonds pour l'équipe de Dr Sandrine Poirot au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Et tout ce qu'on a fait avec notre association Urafiki Jus, c'était pour lui reverser une somme qu'on espérait un petit peu conséquente. Là, actuellement, on a collecté 15 000 €. La cagnotte est encore ouverte jusqu'à la fin de l'année, donc on espère... Donc avant Noël, il faut y penser, n'hésitez pas, une cagnotte est ouverte. Et du coup, vous avez fait aussi l'objet d'un documentaire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, le réalisateur Patrick Foch, qui a fait 15 au sommet, a accepté de faire un petit documentaire sur les images qui avaient été prises pendant l'ascension par Florent Marc. Et donc le documentaire est sorti là mi-octobre. Et là, on commence un peu à le diffuser, à faire des conférences en le montrant au public pour dire que voilà, c'est possible, faut garder de l'espoir même dans les coups durs. Et puis si moi j'ai réussi à monter mon Kilimandjaro, tout le monde peut monter sa montagne, son Kilimandjaro à lui, quoi. Bon, pas tous ensemble parce qu'après il n'y aura plus de place là-haut. Hein. Ouais. Attention quand même. Mais en fait, vous participez aussi à de nombreuses courses solidaires locales. Alors j'en cite quelques-unes, il y en a peut-être d'autres. Oncorun, Odyssea, la Jeannette, les Bacchantes. Le message il est énorme. Les Bacchantes, c'était ce week-end, c'était hier. C'était la lutte contre le cancer de la prostate. Après voilà, moi je trouve que toutes les causes, toutes les courses où il y a un message derrière, au moins on sait pourquoi on court. Moi, pendant que je cours, je pense à tous ceux qui peuvent pas courir en ce moment, soit ils sont plus là, soit ils sont malades. Je me dis que il y a quelques années, j'étais perfusée sur un lit. Et en fait, voilà, moi je peux courir, je cours, quoi. Et puis si ça sert à sensibiliser, à faire passer des messages, c'est super. Vous incarnez parfaitement le lien entre le sport, la santé, que l'on évoque souvent dans cette émission. Oui, en fait, le sport, ça fait vraiment partie de ma vie. Donc, c'est d'arriver petit à petit, hein, parce que voilà, il y a 8 ans, c'était pas du tout le cas. Maintenant, j'essaie de courir 3 fois par semaine. Je suis toujours licenciée dans un club. Et puis, voilà, j'essaie de marcher entre mes réunions plutôt que de prendre la voiture. Enfin, voilà, j'essaie de garder une activité physique, quoi. Vous êtes venu à pied alors? Ou en courant? Aujourd'hui, je suis venue en voiture, un mauvais exemple. Alors, au milieu de tous ces trucs-là, en fait, puisque il y a plein d'activités, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, co-gérante de MPS Ingérie à Toulouse, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'abord, vous faites courir tous vos salariés, j'imagine, si vous voyez courir. Comment vous conciliez un peu cette vie très active avec vos engagements sportifs, associatifs et professionnels? C'est dingue. Alors c'est dingue, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que je les ai fait courir. On a fait le marathon en relais il y a quelques semaines, donc même ceux qui couraient pas beaucoup. Ils vous en veulent pas, non, aujourd'hui? Non, je crois que ça a été pour tout le monde. Donc j'ai un associé, hein, je suis pas toute seule, on est 2, on a une dizaine de salariés.
Et puis après le monde de l'entreprise, c'est passionnant aussi, quoi. Donc toutes les journées sont différentes. Il faut travailler en équipe, donc ça se ressemble un peu en fait. Il y a beaucoup de parallèles entre le sport et la vie d'entrepreneur. Et puis faire du sport, ça permet quand même d'évacuer la pression. D'aller se défouler et puis d'apporter un certain équilibre. Une dizaine de salariés, plus vous, ça fait une équipe de foot. Hein. Ouais, presque, ouais. Alors, vous êtes aussi licencié au Stade toulousain d'athlétisme. On sent que vous aimez cette notion de collectif, justement, autant dans le sport que dans le travail. Ouais, et puis ce club est vraiment un club qui a des belles valeurs, avec du respect, de la solidarité, de la bienveillance. Voilà, moi, je cours très lentement. Il y en a qui courent très vite, mais on arrive à passer des bons moments tous ensemble. Donc je suis sponsor aussi du club avec ma société MPS Ingénierie, parce que je trouve que justement il reflète de belles valeurs. Et puis je fais un petit coucou tout particulier à notre super coach Guillaume Soudet. Ça c'est dit. Coucou à Guillaume. Alors quand on vous écoute, on ressent une énergie en fait communicative. Quel message aimeriez-vous transmettre à celles et ceux qui traversent justement ces moments difficiles ? Ouais, alors je dirais surtout de garder espoir, de croire en soi et de croire en l'avenir. Alors je sais qu'il y a des moments où c'est très difficile de croire à tout ça, moi la première. On choisit pas ce qui nous arrive, mais on choisit comment on le vit. Donc les jours où c'est un peu plus difficile, il faut se dire qu'il y aura forcément le soleil après la pluie et qu'il faut essayer de transformer sa peur et sa douleur en projet. Moi je travaille beaucoup avec des projets, que ce soit perso ou pro. Se projeter, s'imaginer ailleurs, s'identifier. Voilà, donc en fait, tout ce que je fais, c'est en me disant que s'il y a une personne en m'écoutant qui se dit qu'aujourd'hui elle a eu une petite lueur d'espoir, ben voilà, en fait c'est gagné et j'espère que ça ira mieux pour elle, quoi. C'est un message très fort. Et quand on vous entend, on comprend que la maladie n'a pas été si difficile, on va dire. C'est un nouveau départ pour vous aujourd'hui. Ouais, alors nouveau départ, c'est un peu fort, mais par contre un tournant. C'est sûr, voilà, c'est une épreuve très très difficile. On pense à la mort, on pense à ce qui va se passer pour notre famille, notre entourage si on ne s'en sort pas. Mais par contre, c'est sûr qu'une fois qu'on a traversé ça, bon, moi, les médecins me disent que je suis guérie. Alors, c'est un mot que j'ai beaucoup de mal à intégrer. Pour moi, je suis en rémission totale, mais voilà, la guérison, c'est quelque chose de difficile. Du coup, ça force à appréhender la vie différemment. Bon, j'étais déjà quelqu'un quand même qui croquait bien la vie, mais je pense que ça m'a encore accentué cet effet-là, de remplir l'agenda avec plein de trucs pour surtout rien louper, et puis de partager, quoi, de parler avec les gens, de partager avec eux, de pas rester toute seule, quoi, de vraiment se servir de l'énergie humaine qui est un truc fondamental pour aller mieux, quoi. On voit que vous le dites, en tout cas ça parle bien. Le but aussi, c'est de vous faire passer ce témoignage-là. On sent toute cette force interne qu'il faut pour être capable de passer cette épreuve. Beaucoup de gens qui vont écouter doivent se trouver peut-être à ce moment-là. C'est quoi l'avenir ? C'est quoi les projets quand même ? Parce que justement l'intérêt, c'est de vivre à 100% le jour qui vient, mais en même temps c'est bien aussi de pouvoir se projeter, d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui quelque part vous anime par rapport à ça ? Est-ce que déjà il y a des projets associatifs ou autres ? Le Kilimanjaro, c'est quand même énorme, on va en parler un petit peu, mais c'est déjà un projet extraordinaire. Ouais, alors s'imaginer monter là-haut, il y a peu de gens qui ont cette... Même, j'ai envie de dire, des gens qui n'ont pas connu tout ce que vous avez connu, qui n'oseraient même pas y penser. Ouais, alors c'est vrai que le Kili, ça a été vraiment un truc particulier, parce qu'au-delà de l'ascension, ça a vraiment été un projet. On a dû créer l'équipe, l'association, récolter des fonds, se préparer physiquement, mentalement, le matériel. Ça a été un projet en parallèle de mon entreprise, mais qui était presque une deuxième entreprise, quoi. Fallait gérer la communication, les médias, les sponsors, enfin. Et puis après, oui, arriver là-haut. Alors attends, tu as été un peu vite. Comment tu montes là-haut ? Comment ça se passe ? Moi, ça m'intéresse. Je pense que le public aussi. Comment on monte un projet comme ça ? On part d'où ? Parce qu'on s'imagine pas grimper tout ça. Je pense que les gens ont besoin de comprendre. Comment vous avez fait ? Alors, de toute façon, il faut avoir un guide. On ne peut pas monter le Kilimanjaro, c'est un parc national, donc il faut payer une entrée et être accompagné d'un guide. Donc forcément, il y a toute cette partie logistique où Vanessa nous a accompagnés avec une association de guides locaux. Donc il y a 7 voies pour monter le Kilimanjaro. Donc celle qui a été choisie pour nous, c'était une voie un peu plus sauvage, un peu moins touristique, parce que forcément... ça commence un peu quand même à se démocratiser. Et là, on a eu la chance, nous, de rencontrer très peu de gens. Finalement, on était un peu tout seul sur notre montagne. Et puis après, il y a des camps identifiés sur le parcours. Donc, il faut arriver forcément à un point de chute le soir.
Et puis essayer de s'acclimater le mieux possible. Donc il y a eu des jours où dans l'après-midi on montait et on redescendait, juste pour que notre corps s'acclimate. Le principal problème en fait c'est le mal des montagnes. On ne peut pas savoir avant de partir si on y est sujet ou pas. On avait fait des tests d'hypoxie à l'hôpital de Purpan, donc on simule 4800 mètres. C'est important ce que tu dis de voir qu'il y a une préparation une quand préparation même. Et on énorme. ne monte pas le Kilimanjaro, c'est pas parce qu'on sait grimper en montagne que. Tout à fait. Voilà. Alors on peut appeler ça une randonnée parce qu'en fait c'est pas de l'alpinisme, il n'y a pas d'équipements spéciaux, on n'est pas encordé. Je pense que le Mont Blanc par exemple qui est plus bas et plus difficile à monter. Là, c'est un 6000 mètres, donc c'est vrai que c'est haut, mais il n'y a pas de difficulté, on marche sur un chemin, quoi. Il n'y a pas de difficulté technique. Par contre, à partir de 4000 mètres, il y a beaucoup moins d'oxygène, et là, ça devient très compliqué pour tout le monde, en fait. On vomit, on dort mal, il y en a qui avaient très mal à la tête, il y en a une qui a été obligée de redescendre sous oxygène. On n'est pas arrivé tous en haut, en fait. On est arrivé 7 sur 11, quoi. Et la proportion, en fait, c'est 50%, quoi. Il y a un pourcentage d'échec énorme parce que physiologiquement, même si on est très bien préparé, si notre corps il supporte pas, faut redescendre, quoi. On peut rien faire, quoi. Et tu n'as pas eu de séquelles par rapport à ça, par rapport à ce que tu avais subi avant? Non, moi j'ai vraiment juste eu des vomissements toute la dernière journée, la journée de l'ascension. Je pouvais plus manger. En fait, mon corps il a priorisé mon cœur, mes poumons, ma tête, et puis la digestion, il a dû se dire. C'est pas la peine, je peux pas faire ça aujourd'hui. Et des maux de tête, mais vraiment rien de méchant, quoi. Je pouvais tout à fait. C'était difficile, c'était difficile. Mais après, ce qui est marrant, c'est que c'était les mêmes symptômes que la chimio. Et ça, je l'avais pas percuté avant. Et c'est pendant l'ascension, en voyant mes coéquipiers qui commençaient à être hyper fatigués, à vomir, à avoir mal à la tête, c'était exactement les symptômes de la chimio. Donc c'était aussi très fort pendant cette ascension qui était difficile de voir que ça me ramenait à des années en arrière. À ce que j'avais combattu et ce que j'avais l'impression là, de revivre en accéléré sur quelques jours, quoi. Donc c'est de nouveau de dépasser tout ça en fait. Donc j'étais vraiment très heureuse d'arriver en haut, quoi. C'était pas de la fierté, c'était vraiment de la gratitude, quoi. Combien de temps pour monter là-haut? 4 jours et demi de montée, 1 jour et demi de descente. La descente est beaucoup plus horrible. La descente est horrible. Parce que on dit souvent ça, que c'est plus facile en montée parce qu'au niveau des articulations dans la descente. Ouais, et puis psychologiquement, parce qu'en fait, arriver au sommet, elle nous avait beaucoup préparé, Vanessa, en nous disant qu'arriver au sommet, ça serait pas fini, sauf qu'en fait, arriver au sommet, ça y est, on est content d'arriver au sommet, quoi. Et en fait, il faut redescendre pendant 1 jour et demi, où on fait que descendre, on descend 4000 mètres de dénivelé négatif. Et c'est juste horrible, en fait. On ne voit jamais le moment où on va arriver, quoi. Après, une fois qu'on est redescendu à 3000, ça va mieux parce qu'on respire, tout va mieux. Mais la première partie de la descente, elle est vraiment très, très difficile, quoi. Ouais. Voilà, c'est pour donner envie aux gens qui nous écoutent d'aller faire le Kilimanjaro, mais on peut le faire, et Sophie l'a fait. En tout cas, alors, des projets, là, parce que tu as fini le Kilimanjaro, est-ce que tu as d'autres projets à nous livrer? Alors, je vais en trouver d'autres, j'en suis sûre. Pour l'instant, j'en ai pas identifié. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment va continuer l'association, ce qu'on a prévu, et j'avoue que je pensais que l'association, on la clôturerait après l'ascension. Je me rends compte qu'il y a des gens qui nous demandent d'intervenir, de faire des conférences, présenter le film, tout ça. Donc, je sais pas trop quelle forme ça va prendre. Mais je vais continuer, ça c'est sûr, à sensibiliser et à parler de la recherche contre le cancer. Je vais essayer de trouver des défis peut-être un petit peu moins, un peu plus faciles en tout cas, pas dans le sens la facilité physique, mais à mettre en place, quoi. Là, il y avait vraiment toute une organisation qui nous a pris 2 ans. Je peux pas renouveler ça là maintenant tout de suite. J'ai quand même une famille. C'est justement un petit mot sur la famille. Ils prennent ça comment? Ils suivent? Alors mon mari, il était avec moi. Il était avec moi dans l'équipe, donc c'était super de vivre ça avec lui. Et puis nos enfants, papa et maman partent gravir le Kilimanjaro. Pourquoi pas, quoi. On raconte à l'école. Les surhumains, quoi, voilà. Non, c'est pas surhumain. Je pense que tout le monde peut le faire. Moi, faut se donner les moyens de ses ambitions. Voilà. Juste, je voulais rajouter quelque chose. T'as un mot qui te revient pour évoquer un peu cette ascension du Kilimanjaro. Un seul mot qui définit tout ce que t'as vécu pendant l'ascension. Gratitude. Ça, c'est vraiment le mot. Parce que j'ai un coucher de soleil, ça va me faire pleurer. Ou l'arrivée au sommet. En fait, je sais que j'ai de la chance d'être encore là. Et du coup, tout ce qui est beau, en fait, ça prend une proportion démesurée. Donc c'est vraiment une immense gratitude, c'est le mot qui résume tout, quoi. Merci beaucoup Sophie pour ce témoignage inspirant. La preuve qu'avec de la détermination, de l'entraide et une bonne dose de sport, on peut soulever bien plus que des montagnes. Bonne continuation pour tes projets, notamment avec l'association Urafikiju et puis vos prochaines aventures. Merci beaucoup.
On se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est la fin du match et de cette 128e émission de Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 128e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Sophie Moreau, André Lafenêtre, Bruno Hamet. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Merci à nos partenaires LG Consultants, Semper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet et Dialogue Sport. Vous aimez Et si on parlait de sport? Passez de l'autre côté du micro et devenez vous aussi membre ou supporter de l'association. Parce que Et si on parlait sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ses acteurs, à raconter ses plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.